Table ronde numéro 1, l'entrepreneuriat, une voie de valorisation possible. Et j'appelle à me rejoindre sur scène Pierre Mordant, Nicolas Lomény, Bertrand Lude ou Ludès, je suis désolé si j'écorche votre nom, Nassima Bekadour, Paul Floury et Hélène Chotard. Vous pouvez récupérer un micro auprès de Victor, ne montez pas, sauf pour les sportifs, directement par ici. Il y a un bon maître. Et je vous laisse la scène pour une demi-heure. Entrepreneuriat, une voie de valorisation possible. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Installez-vous tous, choisissez votre siège, ne laissez pas de trou et le micro sur le menton, comme ça on vous entendra bien. Bonne table ronde. Donc l'entrepreneuriat, une voie de valorisation possible. Donc juste pour me présenter, je suis Bertrand Lude, je suis professeur à l'Université Paris-Cité et je dirige un laboratoire qui CNRS et université qui se préoccupe d'identification. Voilà, et on m'a demandé d'animer la table ronde. Donc je pense qu'on va prendre la parole successivement et répondre éventuellement aux questions de la salle et ensuite aux personnes qui sont peut-être à distance. Si vous souhaitez peut-être prendre la parole en premier, madame. Très bien, je commence donc. Alors pour me présenter, moi je suis Hélène Chotard, vous m'entendez bien ? Je suis directrice de l'innovation et de la valorisation à l'Institut Imagine. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, c'est l'Institut des maladies génétiques. Donc c'est le premier pôle européen de recherche, de soins et d'enseignement 100% dédié sur les maladies génétiques. Donc c'est un IHU qui est situé sur le campus de l'hôpital Necker et voilà, qui a aussi le label Carnot, ceci pour illustrer le fait que la valorisation et donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Institut. Merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être on va donner aussi la parole aux deux personnes qui sont à distance et qui ne sont pas sur le plateau. Et on reprendra peut-être sur le plateau, je crois, qu'il y a Nassima Bekadour qui est en distanciel et qui peut peut-être intervenir. Oui, vous m'entendez ? Oui, fort et clair. Parfait. Je me présente, je m'appelle Nassima Bekadour, je suis doctorante à l'Université Paris-Cité, donc ici même là où vous êtes actuellement, et porteuse du projet Eliris Pharma. Donc juste pour donner quelques mots sur Eliris Pharma, c'est l'objectif en fait d'Eliris Pharma sera de développer de petites molécules originales qui seront disponibles oralement à large spectre anti-inflammatoire pour traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes, comme par exemple l'arthrite. Très bien. Je donnerai peut-être la parole à Monsieur Mordant, peut-être maintenant. Oui, très Pierre bien. Mordant. Donc moi je suis Pierre Mordant, je suis chirurgien thoracique à Bichat, à Paris, et j'ai développé un dispositif médical innovant en déposant des brevets et puis en essayant de faire avancer le projet initialement un peu tout seul et puis finalement en créant une société, donc en créant une start-up il y a maintenant 2 ans. Voilà, donc j'ai suivi cette voie-là, donc je suis plutôt le côté un peu utilisateur de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler par exemple de la disponibilité de la BPI, c'est quelque chose que j'ai vécu au premier chef, et c'est vrai que j'ai pu voir un peu comment au fur et à mesure que le projet avançait. Au début j'étais tout seul, c'était une idée pour essayer de franchir une étape, d'essayer d'éviter des complications sur une technique chirurgicale particulière. Et puis j'ai pu déposer un brevet. J'ai été soutenu pour ça par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et puis un deuxième brevet, un troisième brevet, un premier financement institutionnel qui m'a permis de faire des conceptions assistées par ordinateur, des simulations de fluides et des premiers prototypes. Et donc, pour vous donner une idée, pour plaider pour l'entrepreneuriat, tout ça, ça m'a pris à peu près 4 ans, le soir et le week-end. Donc voilà, ma femme n'en pouvait plus de voir des tuyaux sur la table de la cuisine le soir. Et donc, je me suis dit qu'il fallait passer un peu à l'étape d'après. Et donc, j'ai rencontré, enfin, j'ai discuté de mon projet avec mon cousin, qui lui a un profil plus business, et on a assez vite décidé de créer la start-up
Voilà. Moi, mon point de vue de départ de chirurgien et tout ça, c'était de dire, moi j'aimerais juste pouvoir trouver un financement complémentaire pour faire quelques expérimentations animales et puis aller danser la danse du ventre devant les industriels. C'était ça mon but. Lui m'a dit, bon, c'est pas tout à fait comme ça, on va regarder la prochaine étape structurante, c'est l'autorisation de l'essai clinique. Donc pour ça, il nous faut tel calendrier, tel budget, tel moyen de financement. Et donc les 4 premières années, c'était tout seul le soir et le week-end. Et là, maintenant qu'on fait ça tous les deux, en 2 ans, on a pu lever des fonds privés, être soutenu en parallèle par la BPI. Et puis, on a maintenant une société avec 3 personnes qui sont dédiées au projet à temps plein, plus 2 stagiaires. Et on a pu faire 2 versions du prototype supplémentaires et on est rentré en pré-industrialisation. Donc voilà, l'entrepreneuriat, effectivement, comme disait l'intervenante précédente, ça fait sortir de sa zone de confort. Mais d'un autre côté, ça permet aussi d'accélérer les choses. C'est pas tout à fait le même rythme que le rythme auquel on est habitué parfois, notamment dans la recherche académique. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant pour faire accélérer les projets. Et vous êtes consommateur aussi de votre prototype à ce moment-là? Vous êtes aussi bien le producteur que le consommateur in fine? Alors non, pour l'instant, moi je participe à la mise au point. Donc pareil, j'ai un petit pourcentage de mon temps qui peut être consacré à ça. Et ensuite, en fait, il se trouve que le dispositif, moi je suis chirurgien thoracique et vasculaire, j'utilise, donc c'est une technique d'assistance circulatoire que j'utilise autour de la transplantation pulmonaire. Mais il se trouve que les utilisateurs finaux du dispositif seront plutôt soit des chirurgiens cardiaques, soit des cardiologues, soit des réanimateurs ou des urgentistes. Donc, ma partie serait minoritaire. Et puis, il y a toujours un peu, quand on développe quelque chose, on est content d'avoir l'avis des autres, parce qu'on n'a pas envie non plus de s'enfermer tout seul et de faire courir des risques aux patients. Donc, je ne serai pas utilisateur dans un premier temps. Merci beaucoup. On pourra peut-être donner la parole à Paul Flory, qui est ici en distanciel, fondateur d'Extralab, pour nous donner son sentiment. Oui, vous m'entendez bien? Fort et clair aussi. Ouais, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul Flory et je suis donc le fondateur de la société Extralab. Extralab, c'est une société qui est créée à l'Université de Paris-Cité et qui va samedi, après-demain, avoir 3 ans d'existence. Et donc, du coup, c'est issu de travaux de recherche. Fait pendant mon doctorat, donc moi j'ai effectué ma thèse à Paris de 2014 à 2017. Et le Extralab, en fait, il travaille sur le contrôle en temps réel de la qualité des eaux naturelles et industrielles. Donc, on fait des stations d'alerte et des solutions pour pouvoir mesurer les pollutions, les événements, etc., pour la production d'eau potable sur les rivières et les industries, pour prévenir les risques liés à la pollution, etc. Donc, on fabrique des stations et du logiciel et tout le service qui va avec. La vraie valeur ajoutée, en fait, c'est dans la capacité à apporter l'expertise directement sur le terrain en temps réel et ne pas attendre des heures énormes pour pouvoir avoir ça. Donc, en fait, on a développé donc, ces stations et le logiciel. Et aujourd'hui, donc, on est 7 dans l'équipe et on travaille donc, aux États-Unis, en Chine, dès qu'on peut, dès qu'on a une accalmie entre les deux confinement. Et puis, bien sûr, en France, et là, aujourd'hui, je suis en Allemagne pour travailler sur un salon dans ce domaine-là. Oui, c'est intéressant et peut-être qu'il y a des questions qui s'adresseront à vous après. Nicolas Lomini, donc, qui est chargé de mission entrepreneuriat à l'Université Paris-Cité, et puis vous pourrez relancer après sur quelques questions particulières par rapport à la table ronde et aux intervenants. Si vous voulez. Donc, merci de me donner la parole. Moi, j'ai été sensibilisé, je suis un enseignant-chercheur en intelligence artificielle, plutôt dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc, j'ai été sensibilisé à l'entrepreneuriat. Par hasard, il y a 5 ans, j'avais été donc retenu pour un programme qui s'appelle Entrepreneur First à Station F. Donc, j'ai appris tout le vocabulaire des startups, assez vite finalement. Et du coup, parce qu'en fait aussi j'avais un brevet avec la SAT sur des tests in vitro pour l'immunothérapie. Mais du coup, j'ai été surtout sensibilisé et du coup ensuite on m'a donné cette charge de sensibiliser les étudiants de l'Université Paris-Cité
à l'entrepreneuriat. Et tout ceci commençant dès le berceau, on va dire. A priori, il faudrait commencer dès la L1, puisque c'est une des missions. Donc c'est très compliqué, évidemment. Mais pour faire cela, on propose plusieurs choses, comme le statut étudiant-entrepreneur, qui est accessible à qui le souhaite, qui est un peu l'équivalent du statut de sportif de haut niveau ou de l'artiste de haut niveau. Et ensuite, les étudiants qui sont labellisés, en fait, avec ce statut, ils intègrent ce qu'on appelle un pépite, qui est une espèce de pôle d'animation justement autour de l'entrepreneuriat. Et donc, pour faire court, l'idée derrière tout ça, c'est que peut-être l'étudiant qui a eu une idée d'entreprise en L3, en M1, en M2, complètement décorrélée des deep tech, sera le CEO de la personne qui, en sortie de thèse, voudra aller sur le marché, parce qu'en fait, il y a plein de choses à apprendre dans la posture entrepreneuriale. Et aussi, il y a ce côté ne plus avoir peur, c'est-à-dire avoir désinhibé cette idée que je pourrais peut-être créer une société. Donc en fait, c'est ça la mission. Et après, elle peut aller jusqu'au doctorat pour certains docteurs qui, par exemple, voudraient créer des sociétés, pas forcément dans le domaine de valorisation de leur thèse, mais comme ce sont des têtes bien faites et puis des gens qui ont des idées, ils ont envie peut-être parfois d'aller tenter cette aventure, comme on dit. Voilà, pour faire court. Très bien. Peut-être une question à Hélène Chautard. Comment se passe cette initiation un petit peu dans une maison comme la vôtre qui est quand même très tournée vers la recherche, les avancées? Comment l'accompagnement se fait ou comment l'étincelle peut-elle germer? Alors, l'étincelle germe parfois toute seule, mais souvent non. L'avantage d'un institut comme l'Institut Imagine ou comme d'autres, c'est la proximité que les équipes de valorisation, donc notre département, ont avec les chercheurs dans l'Institut. C'est-à-dire qu'on se croise tous les jours, on discute tous les jours de leurs projets de recherche, de leurs programmes de recherche. Et donc c'est souvent comme ça, c'est via des discussions quotidiennes sur des sujets, parce qu'ils nous connaissent, ils nous font confiance. Et effectivement, ça permet d'évoquer avec eux très directement les possibilités diverses qu'il y a autour de la valorisation. Parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat, même si effectivement c'est un point important et c'est un gros sujet de l'après-midi. Mais ça nous permet d'évoquer avec eux toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux pour la valorisation de leurs recherches. Donc nous, on a dans le département des programmes spécifiques, des programmes d'accompagnement spécifiques pour la création d'entreprises qui sont à destination des chercheurs, des postdocs, des doctorants de l'Institut, mais pas que, puisqu'on a aussi un programme de formation qui s'appelle l'Imagine Bio-Entrepreneur Launchpad, qui est un programme de formation plutôt à destination des étudiants de master et qui d'ailleurs se réalise en partenariat avec des masters, dont un master XHEC et un master de l'Université Paris-Cité, dont le Imagine Launchpad est un module de formation issu de ce master. Donc c'est par cet accompagnement à la fois proche, mais à la fois par des modules spécifiques de formation proposés par l'Institut, qu'on est en interaction avec les chercheurs et les étudiants qui sont soit intéressés parce qu'eux-mêmes sont sensibilisés, soit intéressés, soit qui ne le sont pas au départ, mais qu'on arrive à amener sur ces thématiques de valorisation en leur montrant l'intérêt qu'il y a pour eux. Très bien, merci beaucoup. On peut peut-être prendre des questions de la salle ou des questions distancielles pour... Je vous en prie. Mais oui, le micro de la salle, je ne suis... Il arrive. Oui, merci. Vous venez de parler de montrer les intérêts qu'auraient les chercheurs à aller dans ces étapes de valorisation. Vous pouvez en dire un peu plus sur qu'est-ce qui va attirer? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée plus que des chercheurs pour parler de ce sujet. En tout cas, il y a un point qui est important, c'est que
Moi, je représente le point de vue d'un Tech Transfer Office, finalement. Il y a une chose qui est importante, c'est que quelle que soit la voie de valorisation qui est choisie, il faut qu'il y ait c'est un travail qui se fait vraiment en complémentarité. Il faut avoir le soutien plein et entier de l'équipe de recherche, quelle que soit la voie de valorisation choisie. Si c'est la voie de start-up, évidemment, il faut que ça soit une volonté première du chercheur, de l'étudiant, de l'équipe de recherche. C'est très important. Et de la même façon, si la voie de valorisation choisie, c'est la voie du transfert industriel, il faut que ça soit parfaitement compris et accepté par l'équipe de recherche. Après, sur les intérêts que les chercheurs peuvent y trouver, peut-être que je peux passer la parole à Pierre Mordant, aux principaux concernés à distance. En tout cas, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, dans le domaine de la recherche, on a forcément envie d'avancer dans la connaissance et de régler des problèmes, entre guillemets. Pour moi, ce qui a été l'accélérateur de la création de la société, c'est le fait de rentrer vraiment dans le concret et que l'invention puisse rencontrer son cas d'usage, en fait. C'est-à-dire pas juste avoir quelque chose qui reste un petit peu hors sol et qui appelle d'autres expérimentations, qui appelleront d'autres expérimentations et jusqu'à la fin de ma carrière, mais dire, voilà, ce problème-là, j'ai envie de m'y atteler, il est à la fois suffisamment complexe pour que la solution soit pas totalement évidente, il peut y avoir de la protection intellectuelle, et en même temps suffisamment accessible pour que dans une échelle de temps de quelques années, je puisse essayer d'amener sur le marché un dispositif qui aide les patients et les praticiens. Donc à mon sens, il y a cette volonté de passer à la pratique et au cas d'usage. De l'application pratique. Voilà, de passer à l'application pratique et donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que ça permet de s'ouvrir quand même. C'est très agréable de discuter avec des gens qui sont pas directement dans notre partie. Donc moi, c'est le dispositif que je développe, c'est un dispositif médical. Donc je discute énormément avec des ingénieurs et c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait en fait pendant mes 10 ans de médecine, 10 ans de sciences. J'avais très peu parlé de problèmes pratiques avec des ingénieurs. Et en fait, c'est hyper agréable de discuter avec des ingénieurs. Et donc voilà. Donc il y a une stagiaire qu'on a retenue qui avait mis dans sa lettre de motivation. Je pense pas qu'il y ait de problèmes médicaux que une bonne solution d'ingénierie ne puisse résoudre. Voilà, ça. C'est une bonne parole, ça. Voilà, ça quand on est chirurgien et donc quelque part un peu artisan, ça nous parle vachement. Et donc on se dit on va pouvoir interagir avec d'autres gens et c'est très enrichissant. Sortir de sa zone de confort, une fois de plus. Peut-être Nassima Bekadour pourrait répondre aussi à la question qui vient d'être posée par la salle par rapport à votre expérience. Oui, complètement, et je rejoins complètement le précédent intervenant, un peu décollé, désolé. En fait, effectivement, on pouvait se cantonner à la recherche et s'arrêter là, mais ce qui me manquait un petit peu, c'est l'application. Et c'est ça qui m'a motivée en tant que chercheuse à faire de l'entrepreneuriat. On aurait pu se cantonner au brevet et à de la publication, mais finalement, et après. Et au vu du besoin dans le domaine qu'il y a dans le traitement des maladies inflammatoires, on s'est dit pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous proposer quelque chose? Donc ça a été la première source de motivation pour mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat. Et comment allier un petit peu publication et ensuite valorisation? Ça, c'est aussi la question à savoir jusqu'où va-t-on, quand est-ce qu'on franchit le pas? Vous avez peut-être une idée? Oui, c'est ça. Mais l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que la première chose à faire, forcément, c'est de protéger la découverte en déposant un brevet. Et ensuite, si on veut organiser ça, que ça soit une licence ou via une création de boîte, prioritariser ça derrière. Et de toute façon, dans tous les cas, le projet soit robuste, il va falloir avoir des publications derrière. Finalement, l'un va avec l'autre. Ça demande un accompagnement qu'on peut avoir et qui est quand même très très important. Paul Flory, sur cette question de la salle, une réaction? Ouais, j'avoue, il y a de l'écho, il y a un problème. Ouais, juste pour rebondir, c'est vrai que c'est une passation quand on est en thèse et dans la recherche. C'est vrai que c'est vraiment un énorme challenge et c'est
en vrai une énorme valeur ajoutée, c'est tout vraiment la légitimité de l'entreprise dans son marché derrière, etc. Mais par exemple, pour ce qui est mon cas, très vite, j'ai plus du tout eu le temps de publier. C'est un peu une frustration de continuer à avoir des étudiants et des collaborations. Mais il y a un point, effectivement, alors, où je rebondirais, c'est effectivement vraiment la cohérence et la cohésion avec l'équipe de recherche, d'où vient le projet de start-up. Il faut vraiment, ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est dès qu'il y a une adéquation, qu'il y ait vraiment un soutien à 100% de l'équipe de recherche et des chercheurs, par exemple de mon directeur de thèse et des collègues, c'est réellement une énorme valeur ajoutée parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est long, difficile, pas du tout impossible, mais qui est quand même très très long et il faut vraiment avoir tout ce soutien-là parce qu'il est extrêmement important pour tout, à chaque fois et vraiment encore une fois, face au marché et aux autres entreprises qui existent, face à tout ce qu'on peut apporter comme bagage intellectuel, c'est une énorme valeur ajoutée et réciproquement, en fait, maintenant le jeu aussi, c'est que grâce à ce que nous on développe dans l'entreprise, donc, nos solutions sont également un soutien pour le labo et pour les projets futurs, etc., dans des collaborations et différents travaux qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment, dès qu'on a entre guillemets, ce mariage-là, ou en tout cas cette continuité-là, c'est très fécond derrière pour pouvoir développer son entreprise. Voilà, parce qu'il y a évidemment il y aura des embûches, il y aura évidemment des moments creux, surtout des Covid, des choses, on prévoit absolument et jamais rien. Et du coup, là-dessus, c'est vraiment pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne publie pas tout le temps du tout d'écrire une publication scientifique, ça me frustre. Je continue de garder du lien autant que possible. Merci beaucoup pour ce témoignage. D'autres questions? Oui, il y a une question. Bonjour. Vous aviez parlé de Imagine Bio-Entrepreneur Launchpad et ma question c'était est-ce que c'est plus pour orienter les étudiants sur des possibilités pour poursuivre après le master? Est-ce que c'est plus en lien avec leur stage au sein de l'Institut? Oui, est-ce que vous pourrez développer un petit peu? Alors c'est les deux à la fois. En fait, donc c'est un module de formation qui vient se plugger, j'ai envie de dire, sur des masters déjà existants, mais ça se veut un module de formation orienté projet sur le terrain. C'est-à-dire que le principe, c'est que nous, à l'Institut et avec nos instituts partenaires, on identifie des projets concrets qui servent de sujet aux bio-entrepreneurs. Donc il y a un matching day entre les bio-entrepreneurs, les étudiants qui suivent le cursus et les projets, c'est-à-dire qu'il y a un speed dating, on va dire, de projets. Il y a des équipes, donc porteurs scientifiques, Imagine ou partenaires et bio-entrepreneurs. Alors on essaye même de faire des équipes de bio-entrepreneurs, si possible avec un bio-entrepreneur qui est biologiste par exemple, qui est scientifique, et un autre qui a plus une formation commerciale par exemple, qui vient d'HEC par exemple. Et cette équipe scientifique bio-entrepreneur travaille pendant plus de 3 mois sur un projet, comme si c'était leur projet de création d'entreprise. Donc ça se fait sur le 2e semestre de l'année scolaire. Et voilà, c'est vraiment orienté projet, et ça remplace, on va dire, le stage qu'il peut y avoir en 2e partie de scolarité pour ces masters. N'hésitez pas, si vous voulez, je ne vais peut-être pas faire tous les détails sur le Bio-Entrepreneur Launchpad cet après-midi, mais n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez plus de détails. Mais l'idée, c'est vraiment, il y a effectivement pendant ce travail collectif des modules de formation plus classiques qui sont là pour aider les groupes d'étudiants à rendre un travail qui soit de qualité et qui est sous forme à la fin, c'est un pitch final, comme si les étudiants allaient pitcher devant un investisseur ou devant un tech transfer office comme s'ils avaient à les convaincre de leur donner la licence pour la création de leur start-up. Donc c'est vraiment très concret et très orienté projet. Je vous en prie. Bonjour.
Du coup, j'ai deux questions. Ma première question, ce serait concernant le Bio-Entrepreneur Launchpad. Est-ce que c'est accessible à des masters en particulier au sein de l'Université Paris-Cité? Oui, absolument. D'accord. Donc c'est le master SPMS, alors Sciences du médicament et produits de santé, parcours bio-entrepreneur. D'accord, merci. Ma deuxième question, ce serait plutôt pour Monsieur Nicolas. Donc, vous avez dit que il y a un dispositif par lequel vous formez des étudiants en licence et en master qui, du coup, seront en mesure de maîtriser le vocabulaire startup et avoir l'expertise nécessaire et qui deviendraient les CEO des chercheurs. Donc, j'aimerais comprendre ce que vous entendez par là et du coup en savoir un peu plus, s'il vous plaît. D'accord, merci pour la question. Par rapport à la question précédente, je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont plus formés au mythe de l'entrepreneur. Et il se trouve que parfois, il y a plus d'argent à lever quand on veut créer une start-up que pour un postdoc sur un projet de recherche, par exemple. Donc, du coup, il y a cette explication-là aussi pour les jeunes chercheurs ou les jeunes qui veulent aller vers cette voie-là. Sur la deuxième remarque, donc en fait, par exemple, je vais prendre un cas concret. Vous avez l'envie de créer une entreprise, et quand je dis entreprise, ça peut être aussi une association culturelle. Ça va vraiment dans toutes les facultés de notre université, sciences humaines et sociales jusqu'à sciences et médecine. Et l'idée, par contre, il faut que ce soit viable. C'est juste ça. Il faut qu'il y ait un flux financier qui fait que votre activité, elle est viable. Donc après, il faut s'accorder sur la notion de start-up. La start-up, c'est vraiment pour aller à l'échelle et puis conquérir des marchés. Donc, dans notre cas, si vous êtes étudiant en licence 2, vous avez un petit projet entrepreneurial, vous avez une petite idée, et ça peut être vraiment n'importe quoi, eh bien, vous avez accès à ce statut. Vous déposez sur le site du ministère votre demande avec votre projet, même s'il est vraiment embryonnaire, on va dire. Et puis, il y a une commission qui se réunit, qui va vous donner ce statut. En général, on est assez bienveillant. Et à ce moment-là, vous intégrez ce que j'ai appelé le PEPIT, qui sont des espèces de pôles régionaux. Il y en a 9 sur l'Île-de-France, ou 7, je ne sais plus très bien. Et ce pôle-là va créer des webinars, des formations pour vous apprendre à créer un produit, pour trouver, par exemple, les premiers clients, trouver le bon prix, enfin, tout ce qui fait qu'on doit un petit peu être sensibilisé quand on veut créer une entreprise. Donc c'est pas du deep tech au sens valorisation de la recherche, mais c'est tout ce qui est les soft skills, comme on appelle, pour développer cette posture-là. Et en parallèle, à l'université Paris-Cité, on essaie de développer ces espèces de formations transversales où on va, par exemple, développer des hackathons sur 2 jours ou peut-être parfois sur 6 mois, on va le faire au niveau européen, pour développer ces capacités de design thinking, de business plan, de réfléchir en fait à un produit, à un client ou plusieurs clients, et à ce que ce devrait être ce produit pour qu'il y ait un marché en fait. Voilà. Et je répète, ça peut être vraiment aussi sur des produits, sur des projets culturels, associatifs, pas forcément au niveau deep tech. Donc en fait, il y a tout un écosystème pour vous aider à comprendre ce que c'est cette posture entrepreneuriale dès que vous êtes des bébés étudiants, et dans l'idée que après vous allez peut-être devenir le fondateur d'une start-up. Et dernière chose, dans le programme que j'avais fait donc à la station F, ce qui m'avait surpris, parce que j'ai pas le même âge que ma cohorte, en fait, j'avais pas le même âge, j'étais un peu plus âgé, c'est qu'il y a des gens qui veulent être fondateurs d'une entreprise. C'est leur but. Quelle que soit presque l'idée, ou j'exagère un petit peu, et ça, c'est de plus en plus le cas, en fait, parce qu'il y a cet imaginaire et puis cette mythologie de l'entrepreneur comme Elon Musk, par exemple. Mais du coup, moi, je trouve ça très valorisant, et c'est des gens avec des projets et des énergies incroyables. C'est pour ça que j'aime bien cette mission. Merci beaucoup, parce qu'il faut quand même identifier un marché, il faut savoir ce qu'on va vendre. En fait, c'est ça qu'on apprend. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire passer comme message. Qu'on apprend aux étudiants, et surtout aussi savoir s'arrêter. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, peut-être, il faut s'arrêter, sinon on s'épuise, on se ruine. Et justement, du coup, ce qu'on appelle pivoter, ou arrêter, ou changer. Enfin, toutes ces considérations-là psychologiques auxquelles il faut avoir réfléchi. Merci beaucoup, puisque je pense que c'est très intéressant pour l'auditoire d'avoir ces éléments-là.
qui ne sont pas faits. D'autres questions? Alors, je ne sais pas si on peut prendre des questions en distanciel ou pas. Non. Non, il n'y a pas de questions en distanciel. Une question juste au premier rang. Bonjour, j'ai une question pour Nassima. Vous avez été lauréat IPHD. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à postuler à ce concours et puis ce que ça vous a apporté? Absolument. Alors, à partir du moment où on a voulu là, en tant que doctorante et chercheuse, je n'avais pas forcément la formation pour entreprendre. Donc, du coup, tout simplement, j'avais postulé les concours de la BPI à l'IPHD qui proposait parmi les prix en plus, c'était l'accompagnement et une formation sur 1 an entrepreneuriale. Donc, j'ai postulé, c'était sur projet, j'ai été lauréat. Et effectivement, là, la formation est pas tout à fait finie, mais presque. Mais pendant 1 an, on a pu avoir accès à différents entrepreneurs, différents investisseurs, beaucoup de conseils aussi. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que autant le projet scientifique, on le connaît, c'est notre bébé, c'est notre domaine. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour nous, en tout cas en tant que chercheur et doctorant. Donc, c'était un énorme plus pour ce projet-là. Merci beaucoup pour ces témoignages. La réponse vous satisfait, donc c'est important. Je crois qu'on va s'acheminer doucement vers la fin de la table ronde. Nous avions une demi-heure, on doit être encore à 1 minute. Nous pouvons prendre encore une question. Et si ce n'est pas le cas, j'aurais bien aimé donner un petit peu le mot de la fin à Pierre Mordant. Non, mais effectivement, parce que c'est quelque chose de concret, une application, mais qui a dû avoir, vous avez quand même dû avoir une guidance dans l'ensemble de ce processus, puisque vous étiez quand même un praticien à la base, et donc vous êtes mis en inconfort dès le début. Oui, tout à fait, mais du coup, si c'est, pour conclure, je pense que si vous avez une envie de développer une application pratique sur quelque chose que vous connaissez, qui est votre domaine. Alors d'abord, ça peut être votre domaine direct. L'autre aspect, c'est que moi, par exemple, c'est pas mon premier domaine de travail. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui sont juste un peu à côté ont parfois les idées les plus innovantes. Parce que quand on est dans le quotidien, en fait, on fait les choses de façon très répétée. Et en étant soit très jeune, soit un peu plus expérimenté, mais dans le champ juste à côté, on peut avoir une vision un peu nouvelle sur une situation. Et donc, si c'est le cas, d'abord, à mon sens, faut travailler un peu de votre côté pour vérifier que ça n'a pas été déjà fait. Donc, c'est bête, mais la première fois que j'ai voulu déposer un brevet, j'étais en 4e année de médecine. J'ai passé pas mal de temps à la bibliothèque interuniversitaire de médecine, sur des bases de données et tout ça. Bon, maintenant, il y a Google Patent. Vous pouvez y passer 2-3 soirs d'affilée et vous verrez ce qui a été fait, pas fait. Assez simplement. Ensuite, formaliser les choses dans votre tête pour que le projet soit assez clair. Le protéger si jamais il y a de la propriété intellectuelle. Donc ça veut dire ne pas en parler avant. Je le répète à chaque fois, mais c'est quand même la première cause de refus de brevet, c'est la divulgation préalable. Donc surtout, n'en parlez pas trop précisément avec des gens. Et puis une fois que les choses ont avancé, on parlait de s'associer. Je sais que je veux pas donner mon avis sur des tables rondes suivantes, mais à mon avis, très clairement, il faut s'associer. Voilà, le binôme entre un spécialiste métier, entre guillemets, au sens large, et quelqu'un qui a plutôt une culture d'entrepreneuriat, de gestion de projet, avec les aspects administratifs, financiers et tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, donc trouvez votre alter ego, qui peut être de votre génération, qui peut être plus âgé, plus jeune, peu importe, mais trouvez quelqu'un avec qui vous partagez une vision et qui permettra de vous répartir les tâches. Voilà, il y a un petit moment où je me suis dit, je vais réussir à tout faire tout seul. Honnêtement, c'est juste, infaisable. Je pense, je veux pas, il y a quelques cas qui y arrivent, mais si vous vous dites, je vais y arriver tout seul, à mon sens, c'est que vous sous-estimez le travail qu'il y a à faire pour créer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez avoir confiance dans l'écosystème, qui est
quand même assez unique en France actuellement et qui sera là pour vous soutenir, que ce soit votre institution, que ce soit la BPI, que ce soit des business angels. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde pour vous soutenir dans votre projet. Merci beaucoup à tous. Donc, l'entrepreneuriat est une voie de valorisation possible. Et je rends l'antenne.